Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Hubi, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'accueille Maryse Le Gallot. Si l'information vous a échappé, Maryse vient de battre il y a quelques jours, à l'heure où nous enregistrons, le record d'Europe de sa catégorie d'âge sur marathon. 3h09-19 à 65 ans. Oui, vous avez bien entendu, plus de 13 km/h pendant 42 km. Mais Maryse, c'est aussi le record du monde du 800, du 5000, des records d'Europe. La liste est longue. Comment fait-elle pour performer encore à 65 ans ? J'utilise encore à dessein car Maryse était déjà au sommet de sa discipline il y a 35 ans. C'est quasiment du jamais vu. À part peut-être Rosa Mota, 67 ans, championne olympique du marathon en 88 à Séoul, qui continue de cavaler comme si l'âge n'avait pas de prise sur elle. Bref, nous avons affaire avec Maryse à un sacré spécimen. J'ai hâte qu'elle nous livre les secrets de sa longévité. Bonjour Maryse. Bonjour, j'espère que tu vas bien, Bruno. Je vais très bien. Enchantée en tout cas de pouvoir échanger sur la pratique. Et puis en tout cas, pour moi, je n'ai pas de secret, mais enfin, tu vas essayer de trouver les secrets qui sont en moi. Écoute, déjà, je suis ravi que tu aies accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode de Figure de Sport. Moi, je pense que des secrets... oui, moi aussi, j'ai coutume de dire le secret et des secrets, il n'y en a pas. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mais quand même, je crois qu'il y a tous les gens qui nous écoutent se posent quand même des questions à ton sujet parce que c'est quand même assez exceptionnel ce que tu fais. Donc, je crois qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir nous partager. C'est peut-être pas des secrets pour toi, mais en tout cas, ça va être, j'en suis sûr, super intéressant. Alors, comme c'est la coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux te présenter ? Avant tout, effectivement, Maryse Le Gallot. Donc, je suis avant tout, je vais dire, une femme, une maman, une grand-mère aujourd'hui. Je suis entraîneur, coach. Et puis voilà, je pratique en fait la course à pied via le collège et lycée, comme une grande partie d'entre nous. Donc on évolue, enfin on arrive dans des équipes et puis on rencontre certaines personnes et voilà, ça a matché. Je pense que les premiers crosses, les premières courses, ça a été des victoires. Donc en fait, effectivement, c'est plus facile d'y arriver comme ça. Et là, je vais dire l'entraînement, l'envie de continuer, l'envie de gagner, parce qu'en fait, je suis quelque part, je vais quand même vous avouer, je suis quand même une compétitrice dans l'âme. Et puis aujourd'hui, d'avoir construit en fait ma vie, je vais dire personnelle, familiale, professionnelle et sportive, autour du sport. Le sport fait partie de ma vie. Ça a été mon fil bleu que je continue en fait à pratiquer, à m'entretenir. Voilà, je pense que et au fil du temps, effectivement, est arrivé le haut niveau. Ensuite, les années, on va dire master, vétéran comme on appelait à l'époque, de continuer malgré tout, malgré la régression. Et puis se donner des objectifs. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, j'en suis là. Les objectifs sont moindres, mais en fait, tout autant plus en fait intéressant, je veux dire pour moi et également pour le public, parce qu'en fait, effectivement, vieillir et bien vieillir, je pense que c'est un peu ça, le mot d'ordre. Donc les débuts de la course à pied, tu peux remercier. Alors c'est parce que j'ai été prof de PS pendant 42 ans. Donc on peut remercier ton prof de PS qui t'a donné l'envie, parce que on a souvent aussi, moi j'ai souvent des gens qui me disent
des gens qui courent et qui disaient mais moi la course à pied au collège ou au lycée c'était la punition et parce que peut-être que les profs de PS ne s'y prenaient pas ou ne s'y prennent pas très bien. Toi, ton prof de PS, il a su te donner envie de courir. Ah oui, 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 c'est vrai que les premiers mètres, on va dire. Alors après, c'était une autre époque, peut-être. Et bah, après, je venais aussi de la campagne, hein, donc l'effort physique n'était pas, je veux dire, n'était pas pour moi vraiment un effort. Et le sport, c'était la récréation pour moi. Donc ouais, je prends d'emblée, sans être, je veux dire, née dans une famille de sportifs, j'avais, je pense, dans mes gènes, cette envie, ce goût de l'effort et j'ai apprécié en fait ce goût de, alors je vais pas dire de victoire, mais de peut-être certainement de bien-être au départ, que je me sentais bien en fait quand je courais avec des aptitudes, et ces aptitudes ont été remarquées, et tout de suite, bah, je suis rentrée dans on est venu me chercher, un entraîneur local est venu me chercher à l'époque, et j'ai intégré une équipe féminine. Et cette équipe féminine, je l'intègre, je fais mon premier cross et je gagne le premier cross, quoi. Donc voilà, donc l'intégration, elle est quand même facilitée par le fait que, bah, en fait, enfin, il y a du bonheur au départ, quoi. Et pour moi et pour ma famille, parce qu'en fait, on apprend, enfin, on voit et que, bah, en fait, bah, le résultat, il est immédiat, quoi. C'est vrai que quand on gagne la première course à laquelle on participe, forcément, ça, c'est une belle source de, c'est une belle source de motivation. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça motive. Donc là, tu viens de battre, on va être dans l'actualité, tu viens de battre le record d'Europe du marathon, 3 heures, 3h09. Est-ce que c'est Rosa Mota, et pas Rosa Murcia? On lui fait un petit coucou si elle nous écoute, Rosa. Est-ce que c'est Rosa Mota qui a le record du monde? Non, c'est Du une marathon. japonaise. Ah, c'est une japonaise, C'est une d'accord. japonaise dont j'ai battu le record, alors sauf erreur de ma part, du 3000 mètres, qui a aussi le record du 10 000, que j'aimerais bien aller chercher. En fait, le record du 10 000 est possible. C'est Et combien? alors, 38, alors quelques poussières, enfin de mémoire. Hein. Ah, Parce qu'en fait, j'ai été obligée de faire un tableau Excel tellement c'était avec les records d'Europe et records du monde. Mais en fait, oui, Rosa Mota a le record d'Europe du semi. D'accord. Je crois que c'est 1h26 de mémoire. Donc Oui, c'est ça. il est quand même, même très, très, très fort. Mais alors, à ma décharge, je suis pas allée vraiment chercher non plus le record d'Europe du semi, puisque je l'ai fait à Orevan des derniers championnats de France. C'est vrai que l'objectif, là, dans l'année à venir, alors on y viendra plus tard, mais c'est d'aller chercher des circuits roulants pour pouvoir éventuellement aller chercher quelques records supplémentaires. Mais effectivement, pour revenir au marathon, 3h01 me semble pas, je veux dire, avec mes qualités physiques aujourd'hui et d'entraînement, avec la capacité de ce que je suis en train de faire, de pouvoir aller chercher 3h01. Déjà, je vais dire 3h09, quand j'ai réalisé il y a 10 jours que j'allais être sous les 3h10, j'ai même pris peur au 40e. Je me suis dit, il faut pas que je tombe, parce qu'en fait, il y avait des relais, ça sortait un petit peu de partout, il y avait des athlètes, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai vraiment réalisé, à l'arrivée, je me dis, quand j'ai vu le temps, le chrono, je me suis dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Même toi, tu arrives à Oui. t'étonner. Oui, parce que je m'étais dit, dans mon fort intérieur, bon, c'est vrai que j'allais chercher le record de France, qui était à 3h24, et je m'étais dit, bah, dans mon petit fort intérieur, 3h12,54 était le record d'Europe. Je me dis, 3h12 et des poussières, si vraiment je gère bien, ça devrait être possible par rapport à l'entraînement dans les allures dans lesquelles je m'étais préparée. Et je m'étais contrainte et je me suis dit, là vraiment, il faut absolument que tu restes sur les bases de 4,28, 4,30 au kilo pour arriver à faire une moyenne, pour essayer d'être en dessous des 3h12. Et que j'ai réussi à faire, parce qu'on sait aussi que la dernière phase du marathon, les 4 derniers, 5 derniers peuvent être fatidiques. Et on n'est jamais sûr jusqu'au dernier kilomètre de pouvoir terminer. Donc voilà, la sagesse aura voulu que j'ai vraiment, bah, je pense que les planètes étaient alignées. Mon état physique, j'avais aucune, je vais dire, contre-indication. Hein, les semaines qui précédaient, tout s'est bien passé. Les travails d'allure, j'ai bien régénéré la semaine qui a précédé. Et dans ma gestion, en fait, de ce marathon, qui a été équilibré, hein, puisque
premier semi en 1h34, 43 et le deuxième en 45. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et en fait, je pense que j'ai été là, dans la plénitude. En fait, j'ai vécu un marathon où en fait, franchement, avec les athlètes avec lesquels j'étais, je donnais le temps de passage tous les kilomètres à tous les athlètes du groupe. En fait, j'étais comme si j'étais une meneuse d'allure. Il y a les féminines qui m'ont demandé si elles pouvaient courir avec moi. Je dis pas de souci, je t'envoie. Dès que elles m'ont demandé sur quel chrono je partais, j'avais dit 3h10, 3h12. Et voilà, j'ai fait en fait mon marathon, mais dans une, comme je disais, une sérénité. En fait, c'était mon 40e marathon. J'allais te poser la question, justement. 40e marathon. C'était mon 40e marathon terminé, parce qu'en fait, j'ai dû en abandonner 3. Donc, en fait, c'est très peu sur une carrière, puisque j'ai commencé en 1990, mon premier marathon. Donc, voilà, mon premier marathon en 2h48. Et ensuite, donc après, ça a été un travail pour abaisser le temps, qui a été crescendo. Oui, aujourd'hui, 3h09. Pour moi, effectivement, ça paraît aussi extraordinaire et je vois bien autour de moi aussi l'impact que ça fait, puisque aujourd'hui, ces temps, c'est aujourd'hui beaucoup de personnes qui courent. Il y a énormément de personnes qui se mettent sur le marathon, sur le long, et qui, du coup, en font référence. Parce que se disent, bon voilà, déjà, moins de 3 heures, il y a les athlètes d'aujourd'hui et d'hier, il y avait le moins de 3 heures. Et il y a en fait, déjà ceux qui arrivent à faire moins de 3h30, je pense que voilà, c'est déjà je pense que pour le citoyen moyen qui s'entraîne un peu, se dire, voilà, c'est déjà super, et les moins de 4 heures. Et alors, quand on me parle d'âge, alors là, c'est, voilà, j'ai saisi, ce regard envers moi, et voilà, la question dans laquelle tu me poses, mais pourquoi t'en es là encore aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, c'est toutes ces questions sur lesquelles je ne fais que répondre aujourd'hui depuis ma chevauchée en fait des records que j'ai entamés depuis mai, puisque en fait effectivement il y a 8 records de France entre le 800 et le marathon, donc il y a quand même une grande échelle, et complètement différente. Et entre du 800 et le marathon, donc il y a eu à chaque fois une préparation. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris la partie la plus rapide dès le départ, c'est-à-dire de mai à juin, pour essayer de aller sur les distances du 800 jusqu'au 10 000. Et j'ai ensuite allongé pour pouvoir préparer mon marathon et mon semi. Mais tu vois, là, tu viens de nous donner plein de secrets, parce que le tout dernier secret que tu viens de livrer, ou le tout dernier conseil, parce que l'idée, c'est que les gens qui nous écoutent s'inspirent de tout ça. C'est vraiment ça le but. Moi, j'invite des personnes qui sont intéressantes, inspirantes, et que les gens s'inspirent de ça pour leur propre pratique. Moi, ce que je retiens de ça, là, ce que tu viens de nous parler, c'est de la planification. Donc, on va du plus court vers le plus long. Ça, c'est hyper important pour les gens qui veulent construire. Souvent, on entend des choses un peu abracadabrantes, où les gens placent des objectifs n'importe comment. Là, on voit que toi, tu as planifié, tu as construit. Derrière, il y a une vraie réflexion. Et ce que je retiens aussi, c'est que c'est ton 40e marathon, mais quand tu prends le départ, t'es pas sûr de toi, et tu n'es pas certaine que tu vas battre ce record. Et cette espèce d'humilité que tu as face à la distance, voilà, face à la performance, elle est remarquable, parce que on pourrait se dire, voilà, Maryse, ça fait 35 ans qu'elle fait les marathons, elle connaît ça par cœur, et des gens se présentent parfois sur la ligne de départ avec une certaine assurance. Toi, t'étais pas sûr de toi, et surtout, moi, je crois que le conseil principal que je donnerais, ou qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour faire 3h10, t'es pas parti en disant je vais partir sur 3h05, on verra bien si ça tient ou pas. Même avec ton expérience, même avec ton vécu, même avec cette incroyable longévité que tu pars prudemment, 3h10, 3h12, t'es pas sûr que ça le fasse, et puis finalement tu le fais. Et ça, pour moi, c'est le secret, c'est la recette de la réussite sur beaucoup de distances, mais surtout sur le marathon. Oui, parce qu'on sait que d'autant plus sur le marathon, c'est une distance, on appelle cette distance mythique, puisqu'on sait très bien que le passage, je vais dire, des ressentis et de l'action physiologique qui se passe vers le 30e, puisqu'en fait, on est tous passés par là, ce fameux mur,
ce mur que l'on voit ou qu'on ne le voit pas. Mais en fait, il y a quand même. Alors, même si je ne l'ai pas eu, je l'ai eu, je vais dire un tout petit peu au 40e. Hein, mais je vais dire, il est plutôt mental. Euh, il y a un effort à produire parce qu'en fait, on doit arriver au 30e en se disant, pour moi, le marathon, il commence au 30e. Déjà. Et de se dire, donc déjà, il y a une concentration qui est plus importante, puisqu'il y a une régression, il y a une fatigue musculaire. Voilà, c'est bientôt la fin. C'est pas... Alors, pour en revenir, là, c'était Rennes, mais si j'en fais référence à Paris, les derniers kilomètres sont pas faciles. Il y a un dénivelé, il y a moins de monde. On sait qu'il va y avoir du monde au 40, au 42e, mais il y a des moments où il y a personne. Donc, c'est tout ça, et il faut être arrivé avec cette lucidité au 30e. Et de se dire que voilà, il commence, et d'essayer de rassembler, et de se concentrer en disant, voilà, ok, je vais peut-être l'avoir, ce mur, mais en tout cas, si j'ai pas fait d'erreur avant, je suis en capacité de pouvoir réagir bien plus facilement. Ça, c'est certain. La course commence au 30e. On retient cette phrase de Maryse, la course commence au 30e. Je me rappelle qu'il y avait un, j'ai oublié le nom, un champion olympique de marathon italien. C'était pas Baldini, c'était un autre, qui est très connu et qui disait, moi, jusqu'au 30e, je dors. Oui. En fait, il faut observer. En fait, alors, pour en revenir à Rennes, par exemple, vraiment, moi, j'ai regardé les gens, on a discuté. D'ailleurs, c'est très très sympa parce que il y avait quand même des plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et comme j'étais beaucoup encouragée, certains se sont posé la question, donc ils sont venus vers moi, ils m'ont dit mais vous partez sur quel temps? Mais vous avez quel âge? J'espère que je vais pouvoir courir comme vous à votre âge. Et c'était sympa. Et en plus, j'ai reçu des petits messages, soit par Strava ou sur Instagram, pour me dire maintenant on a tout compris. Pourquoi on avait tant d'encouragement. Et en fait, c'est ça aussi. Et je l'ai vécu avec eux. En fait, vraiment les 30 premiers, comme je le disais tout à l'heure, dans cette lucidité. Et en fait, il n'était pas commencé, en fait. Mon marathon, je m'échauffais. Alors, c'est pas du tout péjoratif, parce qu'on va me dire après. Mais vraiment, comme si j'étais en footing, mais je me préparais à aller faire les 12 derniers. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens ne réussissent pas leur marathon, non pas parce qu'ils ne sont pas prêts physiquement, mais parce qu'il va y avoir des erreurs de stratégie. Je viens de faire la recherche, ça c'est Gelindo Bordin. Bordini. Voilà, Bordin, qui disait, je dors jusqu'au 30e. Donc voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent appréhender la distance du marathon. Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi, ça me fait penser que, en fait, si on découpe le marathon, le départ, il y a du monde, on a envie de partir. On voit ces athlètes partir, alors que ce soit adversaire ou pas, mais on les voit partir, on se dit mais moi je suis capable aussi. Puis alors en fait c'est de se dire voilà, je prends mon frein à main et je les regarde partir, mais je les reverrai tout à l'heure. Et en fait c'est ça, et une fois que c'est lancé, c'est de trouver son rythme de croisière, ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Hein, c'est comme un devoir. Hein, c'est quand on passe un examen, on a fait des révisions. Et ben on essaie d'appliquer ces révisions. Et c'est exactement pareil. Et je pense, après, pareil. Hein, tous mes marathons ne se sont pas passés de cette manière. J'ai fait aussi des erreurs. J'ai essayé parce que quand on arrive à faire, on essaie d'aller chercher, de battre ses records, on essaie à un moment donné, il y a des moments dans la vie où dans l'espace d'un moment, on se dit pourquoi pas aujourd'hui parce que je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien, je vais essayer. Et après, moi, j'ai eu des essais comme tout le monde et qui ont marché et d'autres qui ont vraiment été des échecs. Alors, on pourra peut-être rentrer un peu dans le cadre, dans le détail peut-être de tes entraînements, parce que je suis sûr que ça doit passionner et intéresser les gens de savoir quelle est la recette. Tu as dit un mot qui m'a interpellé. Tu as dit on fait ses révisions. Alors, quand on fait ses révisions, moi, je trouve que c'est une très, très belle image que tu as utilisée, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Quand on fait des révisions, on fait quelle séance? Par exemple, je vais prendre une séance, la fameuse un peu mythique de révision d'allure. Hein, les 3 fois 5000 ou enfin la sortie, on va dire une sortie longue qui va faire 2 heures, dans laquelle on va mettre un échauffement. Je mets 3 kilomètres en progressif, voilà, pour arriver proche des allures marathon. Et
Alors, et de revoir, de mémoriser l'allure à laquelle je me sens, je me suis préparée pour le marathon. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des essais précédemment sur des 2000, des 3000, des séances 20 minutes d'allure. Et là, bon, c'est une séance qui est pratiquement proche, qui a l'approche du marathon. Là, on est à 3 semaines, 3 semaines du marathon. Et en fait, je vais vérifier si en fait je suis capable de tenir l'allure sans en fait qu'il n'y ait pas de décrochage entre mon premier 5000 et mon troisième 5000 et à la fin et de se dire voilà, pas de décrochage, pas de douleur physique, qu'au niveau cardio voilà, je reste dans ma plage, que je ne dois pas décrocher en fait, et de sentir que si je dois enchaîner, alors ça paraît effectivement impossible quand on fait ça à l'entraînement, de se dire mais comment je vais faire, parce je vais devoir aligner les 42 kilomètres comme ça, alors que là aujourd'hui je vais en faire 15, 18 si je rajoute les trois qui sont à la fin de l'échauffement. Si ça paraît énorme parce que je vais devoir faire deux fois plus. Mais c'est ça aussi, c'est le corps n'est pas capable, on va pas aller faire un entraînement, les 42 kilomètres à l'entraînement. Ça, c'est un rappel aussi pour tous. Et en fait, c'est l'enchaînement du kilométrage emmagasiné par le corps dans des semaines qui vont aller crescendo progressivement vers de plus en plus de kilomètres, y compris une petite semaine ou des décrochages de 3 à 4 jours pour assimiler l'entraînement. Et c'est tout ça aussi en fait, qu'on essaie de répéter à l'entraînement. Mais comme je disais tout à l'heure, et comme tu le disais aussi, c'est qu'on n'est rien n'est gagné, quoi. Rien n'est gagné. Il faut que ce jour-là, toutes les planètes soient alignées et qu'on est bien. Enfin, après, il y a toute la partie alimentation, sommeil, récupération, nourriture, l'hydratation, un panel en fait de petits détails. Parce que effectivement, on va à l'entraînement pour se préparer sur l'allure. Et après, il faut gérer la récupération, l'alimentation, l'hydratation, en fait, comment se ravitailler en course, bien dormir, bien manger, et avoir cet équilibre, je vais dire, que moi, je crois que tu l'as déjà utilisé aussi, c'est ce fameux me sentir bien, ce fameux trépied, c'est-à-dire que être bien chez moi, dans ma vie personnelle, familiale, auprès de mon entourage, de ma vie professionnelle, avant c'était professionnel, maintenant de ma vie, on va dire extra à côté, là, qui est celle de retraitée active, et et ma partie sportive. Ma partie sportive qui aujourd'hui fonctionne toujours, et sur lesquelles, en fait, je ne fais que répéter, en fait, ce que j'avais mis en place à partir des années 90. D'accord, c'est la même recette. Et la recette, elle a fonctionné chez moi. Et elle me convient parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est une planification, c'est de la récupération, c'est vivre aussi comme monsieur et madame tout le monde. Parce que voilà, faut pas, voilà, j'ai toujours voulu être, en fait, je suis acteur de moi-même, mais j'ai surtout voulu y intégrer tout le monde, hein. C'est-à-dire que je veux pas me décrocher de la société. C'est-à-dire que je veux pas être en marge. Voilà, on est invité à un apéro, on est invité ici, on va y aller. La question me revient souvent, c'est oui, mais tu t'astreins, tu fais des sacrifices. Non, s'il y a un apéro, je vais goûter, je participe. En fait, faut pas se décrocher de. C'est pas parce que vous allez faire, je sais pas, j'ai fait effectivement 2h35. Bon, bien sûr, on n'allait pas sortir tous les week-ends, mais faut pas se couper du monde. Et du coup, le fait d'avoir toujours partagé, voilà, c'est ça, c'est le partage, donner aussi, à dire comment on fonctionne. Et puis après, vous avez le regard des autres, hein. Vous avez le regard, on est très observé quand même. Et en fait, quand on s'aperçoit que, en fait, oui, effectivement, elle court plus que les autres, mais elle vit comme tout le monde. C'est quand même bien plus facile. Et je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire un bilan, il y a en fait cette fameuse notoriété, cette notoriété qu'on n'achète pas, cette notoriété qui du coup se construit
Et alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, autant il y a eu cette notoriété quand j'étais vraiment au haut niveau. Et en fait, les gens, souvent, en fait, oublient ces athlètes de haut niveau puisque il y a plus la presse, les interviews, les échanges. Et quand on arrive dans les années 50, 60, 45, 50, on vieillit. Donc du coup, voilà, on n'est plus on n'est pas à la lumière. Et alors moi, c'est ce qui se passe pour moi, en fait. Moi, j'ai toujours été là, mais après, du coup, un petit peu en retrait. Et aujourd'hui, après les 60 ans, se dit, mais elle est encore là. Et puis, en fait, je m'aperçois qu'en fait, que tout le monde, en fait, personne n'a oublié. Moi, je le fais pas pour ça, mais parce que je me sens bien et qu'aujourd'hui, j'y trouve vraiment aussi du plaisir et que j'ai pas décroché de ces gens-là. Et, et voilà, je pense que ça, c'est, voilà, comme je le redis, ça ne s'achète pas. Il y a cette reconnaissance des gens et cette humilité. En fait, humilité face à la vie, parce que, par vieillissement, des années qui passent et par rapport, en fait, à l'effort sportif, qui est pour moi, alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être pas, en fait, pour moi, c'est pas un effort. Ça fait partie de mon ADN et puis je me sens bien quand j'y vais, quoi. Voilà, et je me force pas. Alors je suis ma propre entraîneur. Effectivement, j'ai quand même eu des bons conseils, des bonnes bases. Donc avec Daniel Carfantan que je ne peux ne pas oublier parce qu'en fait je pense qu'il m'a vraiment donné, il m'a expliqué, j'ai compris et puis après derrière j'ai mis en application sur moi et sur les autres. Daniel Carfantan qui encadrait les équipes de France jeunes. Moi, Jeune. quand j'avais fait un stage avec l'équipe de France cadet de cross à Cap-Breton, Oui. et Daniel était déjà dans les cadres de la Fédé. C'est comme ça que je l'ai connu. Il était dans les cadres de la Fédé et il encadrait. On était en stage avec l'équipe de France cadet et junior de cross. Il était déjà là. Et puisqu'on est reparti un peu en arrière, justement, tu en as parlé. On parle de tes performances actuelles, mais tu es quelqu'un qui a fait du sport de haut niveau il y a donc 35 ans. Donc, tu l'as abordé très rapidement. Tu as parlé de ton record sur marathon, mais tous les gens qui étaient avec toi à cette époque-là, que j'ai bien connu en équipe de France de marathon, tous ou presque, ont arrêté d'être performants. Je vais faire un petit clin d'œil à Pascal Fétizon. J'espère qu'il nous écoute, mais Pascal, j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec lui et voilà, Pascal qui a été aussi un athlète de haut niveau à la même période que toi, n'est plus en capacité de faire tout ça. Et nous, on observe ça d'un œil, tu vois. Je pense à Dominique Chevelier, je pense à Philippe Raymond, on les salue tous. Enfin, bref, on va pas tous les citer, mais personne actuellement, enfin, aucune de ces personnes actuellement n'est en capacité de produire, de réaliser ce que tu réalises. Et quand on en parle avec Pascal, quand on en parle avec les autres, moi, je sais que je n'ai plus cette envie, cette motivation. Je pense que mon corps est pas usé, mais le mental l'est peut-être un peu. Et les autres, quand on les regarde, soit ils sont usés physiquement, bon, voilà, sans leur faire offense, ils sont usés physiquement, ils sont même bien usés physiquement, soit et puis en plus aussi mentalement. Donc c'est quand même t'es quand même un spécimen. Quand on regarde toute cette génération, il y a plus grand monde qui arrive encore à faire. Enfin, il y a plus personne qui arrive à faire ce que tu fais. Et donc pour revenir juste sur ta carrière de sportif de haut niveau quand tu étais sur marathon, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, les premières sélections, les championnats, et nous faire un peu part de cette carrière que tu as eue à haut niveau quand tu étais marathonienne il y a déjà de nombreuses années? Oui, en fait, je suis arrivée sur le marathon, en fait, en sélection sur marathon, tout en ayant eu, je crois que c'est 3 sélections en match d'équipe de France sur 15 kilomètres à l'époque. En fait, il y avait les 25 kilomètres, donc les résultats du championnat de France des 25 kilomètres, donc j'ai eu une sélection, et sélection après un 10 000 mètres sur piste aussi. Donc en fait, j'y suis arrivée. Ton chrono sur ce 10 000 mètres sur piste? Mon meilleur chrono, il a été meilleur après d'ailleurs, que j'ai amélioré en faisant du marathon. 34,05, c'est le même record que sur la route. D'accord. Il y a une seconde d'écart, 34,05 et 34,04. 34 sur 10 bornes et 2,35 au marathon. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui cherchent les équivalences, souvent on nous demande des équivalences, parce que je pense que tu as un profil hyper endurant, donc c'est intéressant
moi, j'aime bien ces comparaisons. Souvent, on nous dit, mais combien je peux faire sur marathon? Combien je peux Oui. faire sur semi? Ben, la bonne réponse, c'est le terrain qui nous la renvoie. Et tu es un bon exemple. Si on prend ton temps Tout à fait. sur 10, sur semi, sur marathon, on aura une photographie assez intéressante de ton profil et de ce qu'on peut faire. Et du coup, en fait, lors de ces sélections, on va dire en équipe de France, parce qu'à l'époque, moi, je travaillais dans une entreprise privée, je travaillais 40 heures par semaine. Mon fils était bébé. Enfin voilà, il y avait quand même un emploi du temps qui était déjà bien organisé autour de ça. J'ai fait les démarches en fait pour essayer d'avoir en fait un peu d'aménagement de temps pour m'entraîner, parce que dans ma tête, effectivement, je m'étais dit 30 ans, un marathon, ça serait bien. Donc voilà, donc j'ai fait mon premier marathon à Nice lors des championnats de France de Nice. J'ai fait quatrième ou cinquième en 2h48. Et puis là, effectivement, j'ai dit à Daniel, j'ai envie de faire du marathon, j'ai envie de recommencer, parce que je m'étais pas préparée, hein, donc et là voilà, c'est parti de là. Et j'ai eu une première sélection en tant que remplaçante pour la Coupe du Monde à Saint-Sébastien. Donc j'ai couru. Donc du coup, j'ai fait ma rentrée par la petite porte, on va dire, par la petite porte. Et à cette époque-là, un projet de la FFA avec Camille Vial qui voulait envoyer il voulait faire des équipes de préparation pour les championnats d'Europe et les championnats du monde à venir. Donc j'ai adhéré à ce projet. Et voilà, si j'ai passé le cap, c'est grâce à ça, puisqu'en fait c'était un joli projet qui m'intéressait. Donc j'ai réussi à tout mettre en place dans ma vie professionnelle. Du coup, j'ai changé un petit peu de métier aussi, et aménagement d'horaire, aménagement chez moi, et puis ça a fonctionné. Donc sélection Coupe d'Europe, très belle place, 17e au championnat, non, 16e au championnat d'Europe à Helsinki, avec Rosario Murcia et Maria Noyer, enfin voilà. Et 80 ensuite, Maria Lelu? Maria aussi, Maria Lelu. Lelu? Maria, que j'ai connue, en fait, elle terminait, Maria. C'était sa fin de carrière. La fin de Elle carrière, n'avait ouais. pas fait donc Helsinki. Maria, référente pour moi, comme Jocelyne. Ouais. Euh, C'est une la, Villeton ma- la, qu'on ma- salue. Ouais, les mamans conseil, on va dire, parce qu'en fait, elles avaient quand même eu leur carrière. Nous, on arrivait avec Isabelle Guyot, Ouais. voilà. Qu'on Et donc, salue aussi, si elle nous vo- écoute, Isabelle. voilà. Et donc là, du coup, on est rentré dans ce circuit pour rester donc sur la liste de haut niveau jusqu'à 2000, avec donc mon record en 2h35,09 à Rotterdam, marathon de Paris égalé. Donc, je fais le même chrono à Paris. Donc, quand on dit, voilà, il y a 10 secondes d'écart entre Paris et Rotterdam. Donc, je pense qu'effectivement, les chronos à l'époque étaient quand même très bons. Et puis, je vais comme ça jusqu'à 2000. Et je fais même jusqu'à 2003 la sélection pour les championnats du monde à Paris. Parce que jusqu'à 2003 encore, j'étais performante. Je loupe d'une place ma sélection pour les championnats du monde à Paris. Ah voilà, ça aurait été l'apothéose. Ouais, voilà. Donc après, c'était pas grave. Voilà, j'ai ensuite les années qui suivent, mais en fait, c'est vrai que priorité, on va dire professionnelle. Donc on réenclenche le côté vie professionnelle. Donc là, je passe entraîneur. D'où l'importance du trépied dont tu parlais, le fait que ça c'est important aussi. Ça concerne pas la plupart des gens qui nous écoutent, mais c'est un message aussi qu'on Pour les doit athlètes laisser de haut passer pour les niveau. athlètes de haut niveau. Voilà, quand on a un trépied et quand on a une porte tu disais que tu étais rentré par la petite porte, mais des grandes portes de sortie, tu en avais plein. Et le Ouais. fait que tu aies ce trépied, ça t'a permis, tu l'as dit de manière spontanée. J'ai pas été sélectionné au championnat du monde à Paris, qui était pourtant un événement énorme. Et tu dis c'est pas grave, moi j'avais d'autres choses. Donc ouais, Ouais, c'est ça. ce trépied qui permet De de pas se casser rebondir la derrière figure, et de ouais, rebondir et d'être derrière. stable dans sa vie. C'est ça, c'est ça. Et effectivement, bon après il y avait pas eu les jeux, mais les jeux non plus. Les jeux, c'était on va dire une marche supplémentaire qu'il fallait monter. Il y avait 2 minutes à aller chercher. Les 2 minutes, enfin franchement avec le recul, mais même à ce moment-là, je m'étais dit je veux dire, j'avais eu des objectifs supérieurs à ce que je m'attendais. Personne n'avait prédit que j'allais aller faire voilà les championnats du monde sur marathon et les championnats d'Europe. J'étais déjà comblée. Et puis, comme je l'ai dit l'année dernière en 2024, j'étais porteur de flamme, mais j'étais juge à l'arrivée, arbitre, juge sur le marathon. La récompense, elle a été là, en fait. Et je pense que je pouvais pas rêver mieux, quoi.
Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a beaucoup touché parce que j'ai connu ça aussi. Enfin, il y a deux choses. C'est le projet et Camille Vial. Donc Camille Vial, voilà, qui était un meneur d'hommes, qui était capable d'emmener les gens sur des projets. Moi, il m'a emmené sur des projets de formation d'entraîneur. Il nous a aussi emmené sur des projets sportifs. Et on va pas partir dans tous les sens sur cet entretien, mais si les gens de la FFA nous écoutent, ce que tu as dit, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un derrière, un homme ou une femme, un être humain qui dirige et qui met les athlètes dans une perspective de projet, les athlètes sont capables d'aller loin. Alors, on va pas donner des conseils à la FFA, mais je crois que c'est quelque chose qui manque peut-être parfois dans certaines disciplines. Des gens compétents, motivés. Camille, il venait du 800, il venait pas du tout du hors stade, et pourtant, alors qu'il était entraîneur de 800 et qu'il était coureur de 800, il a été capable d'emmener des gens dans des projets incroyables. Enfin, moi, c'est quelqu'un, rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que c'était un homme exceptionnel, extraordinaire. Donc peut-être qu'il faut rechercher dans les compétences qu'on a en France des gens capables de créer un projet et d'emmener les athlètes très loin, parce qu'au-delà des performances, on est bien d'accord, Marie, est-ce que la notion de projet, elle est importante? Et oui. Et en fait, effectivement, le projet, puisque l'humain n'a pas changé, hormis l'environnement. C'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, un corps est un corps, une tête est une tête. Et après, on utilise les outils. Les outils que l'on avait, en fait, on les a utilisés au maximum, je pense, à l'époque. Et aujourd'hui, on évolue avec le temps. On utilise ces outils qui viennent confirmer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, moi, dans l'analyse que j'ai pu faire, parce que j'ai beaucoup regardé quand même les stats et les points, je veux dire, avec ma montre, mon cardio, si je dormais bien. Enfin, j'ai vraiment essayé d'utiliser tous ces petits outils autour de moi, et chose que l'on n'avait pas à l'époque. Quand on explique aux athlètes que j'allais mesurer mes parcours avec la route géomètre du service technique de la ville, oui, ça les fait rire. Mais on savait qu'à tel point, qu'à tel arbre, à quel tournant on était, à quel kilométrage et à quelle allure on était, et on avait ces repères-là. Et aujourd'hui, ils ont eu cette facilité. C'est bien, hein, tout a évolué. On va pas parler des chaussures, puisque on va parler de l'alimentation, et il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui les chronos évoluent aussi. Mais on va dire un corps humain reste un corps humain, et un mental. Je veux dire, avec quelqu'un qui n'a pas envie, vous n'arriverez à rien. Celui qui n'est pas ambitieux, même s'il a toutes les qualités requises, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dotées d'aptitudes physiques que moi je n'avais pas. J'ai vu beaucoup d'athlètes passer qui étaient bien meilleurs que moi et qui sont passés et qui aujourd'hui ne font plus rien, ou qui n'ont pas accroché. Donc c'est après chacun vit sa vie, on va dire aussi. Mais là encore, tu viens d'utiliser des termes qui, je les ai notés d'ailleurs, qui reviennent souvent et avec lesquels je suis complètement d'accord. J'ai souvent l'habitude de dire, je connais pas beaucoup de sportifs de haut niveau qui n'aient pas tenu ce discours-là, c'est-à-dire qui ont toujours dit, mais même dans d'autres sports, hein, que ce soit Platini, que ce soit Zidane, que ce soit, peu importe, on va pas tous les citer, tous ont à un moment, nous disent, mais des meilleurs que moi, j'en ai vu plein. Oui. J'en ai vu plein. Mais pourquoi les meilleurs que toi n'ont pas réussi? Parce qu'il leur manquait quelque chose et que les qualités physiques ne sont pas suffisantes pour la performance. C'est ça. Et tu as bien mis le curseur, tu as bien pointé le doigt sur le fait que il ne suffit pas d'avoir des qualités physiques pour réussir, et qu'il y a tout le reste, le travail, etc., le mental, la motivation, etc., etc. On n'a pas vraiment parlé en détail de ton entraînement, même si tu nous as parlé de la sortie longue à laquelle tu répètes tes allures pour t'assurer que tu es sur le bon timing. Quels sont les autres entraînements que tu mets dans une semaine type? Alors, on va pas trop rentrer dans le détail parce que faudrait pas qu'on perde les gens, mais la préparation générale, on va dire que c'est loin de l'objectif. La préparation spécifique, c'est près de l'objectif. Quand tu fais
quand tu fais une semaine de préparation générale, une semaine type, quand tu n'es pas à proximité de tes objectifs, même si les objectifs, tu dois sûrement en avoir tout le temps, qu'est-ce que tu mets? C'est quoi les ingrédients de ta semaine type, par exemple, que tu pourrais nous décrire? Alors, une semaine type, c'est une semaine avec du footing, avec des footings entre les séances déjà spécifiques, enfin pas spécifiques. Par exemple, une séance de VMA courte, hein, Oui. voilà, donc une fois dans la semaine. Alors elle sera d'entretien puisque je suis vraiment dans une semaine où je ne prépare pas grand-chose, où je suis pas encore en termes de préparation d'un objectif proche. Tu peux nous donner un exemple Par, d'une séance de VMA, moi juste un j'adore. exemple pour que Alors ça. moi j'adore faire une séance de 200-300. Des trois. J'aime bien les 300. Une séance de 200-300, ça coupe un peu parce que ça permet de relancer. Alors il y a un plus court et un plus long, donc c'est voilà, il y a le côté ludique des 500. Mais après voilà, j'aurais une préférence pour celle-là. J'ai horreur des 400. Le nombre de répétitions Ah, que tu fais. ça va de 12 à 15 maxi, hein. Alors, ouais, voilà, je préfère en faire moins et être qualitatif. C'est-à-dire D'accord. que je suis proche alors, dans l'entretien, je suis proche du 100%. Après, effectivement, quand on arrivera, si, par exemple, je prépare un 800, c'est sûr qu'après, je vais travailler, voilà, on sera dans des semaines spécifiques. Donc, j'irai plus vite. D'accord. C'est de l'entretien. Après, du travail un petit peu d'allure moyen, c'est-à-dire que je vais partir, je vais me dire bah tiens là je vais faire mon footing de 30 minutes et puis je vais y aller crescendo, donc je vais commencer à 4,50, 4,40, 4, et puis arriver à 4,30. Donc on va être voilà on est tu vois Entre le proche. footing et l'allure marathon. C'est ça, on n'est pas encore tout à fait à l'allure marathon, mais voilà on est en aisance. On est en aisance respiratoire, on travaille sa foulée, voilà, tout est logiquement dans la facilité. Et je travaille les allures spécifiques, non, je ne les travaille pas du tout à ce moment-là. Et du travail de côte. Alors toujours, alors j'ai gardé ça, du travail après le footing, l'échauffement, les gammes. Ah, ça j'y tiens, c'est 2 à 3 fois par semaine. C'est au départ, en début de saison, c'est 6-7 minutes. Après, j'enchaîne, j'ai une dizaine de minutes avec une assiduité, parce que je me suis rendu compte que ce travail de pied était essentiel à ma foulée. Hein, il a ce dynamisme de pied que j'adore, que j'aime bien. Et bon, après, ça paraît, on fait pas beaucoup de kilométrage, c'est du temps, mais c'est du temps gagné sur la foulée, je pense. D'accord. Alors pour arriver après sur des séances spécifiques, et ben là sur une préparation, comme on dit marathon, au fur et à mesure, donc j'ajoute du kilomètre, des séances spécifiques, que ce soit semi ou du marathon, des allures des séances. Je garde la VMA courte, du 200 au 500. Je fais des séances spécifiques des 1000 mètres. J'adore faire des 1000 mètres, des 1000. Et puis après, on rentre un peu dans des spécificités 2000, 3000, 4000, voire 5000, voire aussi travail d'allure sur 25 minutes, une demi-heure à l'allure, par exemple, marathon. Même chose quand quand t'as préparé ton semi, Oui, c'est la pareil. même chose, sauf qu'au lieu de mettre des allures marathon, t'as mis Ça, semi, des allures voilà. semi. Et un peu plus court, voilà. Et un peu plus court aussi, puisque le temps Oui. d'effort Tu étant fais pas 3 moindre. fois 5000 à allure Non, semi. non, 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 je reste sur des 3000, 4 fois 3000, par exemple. D'accord. Alors un Donc peu plus un vite. volume de 12 kilomètres, Mais hein, sur une allure plus rapide. sur une Voilà, allure un peu plus rapide. rapide. Après, en termes de kilométrage, je pense que ça va venir, la question va venir. C'est vrai qu'à l'époque, de préparation au niveau, j'étais quand même à 170-180 km semaine, voire plus en stage, bien sûr. Là, c'est une semaine là, j'ai fait par exemple une semaine à 100 km et sinon avec une moyenne de 80 à 90 km par semaine. J'y ajoute du vélo, 1 à 2 sorties vélo, donc qui peuvent aller de 60 à 80 km semaine, et du renforcement musculaire, donc en salle, que j'ai ajouté depuis que je suis à la retraite parce que j'ai un peu plus de temps. Voilà. Et parmi toutes les séances que tu nous as décrites, est-ce que tu peux nous dire la séance qui est ta séance préférée? Si tu as une seule séance à faire, demain tu vas à l'entraînement et on te dit aujourd'hui Maryse, tu fais ta séance préférée, tu fais laquelle? Ah, j'aime bien les 3000 en fait. J'aime bien les 3000. Alors c'est une D'accord? distance que je cours beaucoup aussi sur piste, que j'ai beaucoup couru. En fait, elle est entre eux. Tu vois, bon, j'aime bien les 1000 aussi, mais bon, il faut être bien. C'est-à-dire que elle est pas trop traumatisante.
Et c'est une allure à la limite, je veux dire, on arrive dans ce temps, 10-12 minutes d'effort. Je trouve que physiquement, ça n'entame pas trop. Si par exemple on a parlé des 5000 tout à l'heure, ben mine de rien, bon c'est quand même, c'est plus que 20 minutes de travail. Voilà, on rentre dans d'autres phénomènes, enfin des réactions qu'elles peuvent être physiques ou mentales. Parce que bon, ça se passe très bien quand vous avez du beau temps, mais si vous trouvez avec du vent ou de la pluie, où il fait très froid, voilà, je pense que, ouais, c'est une séance sur laquelle, ouais, ça me pose pas du tout de problème si on me dit demain, on va faire des 3000, ouais, ça. Alors, est-ce que tu peux, sans aller trop dans le détail, mais parce que tu dis je fais les 3000, mais combien de 3000? À quelle vitesse? Ta séance préférée, c'est quoi? C'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois 3000? À quelle vitesse? Ah oui, alors ça c'est suivant aussi l'objectif. Moi, je fais référence à ça parce que c'est plus sur des semis ou même 10 kilomètres, parce qu'un 3000, 3000, 2000 par exemple, en fait, c'est écrit. Alors le plan d'entraînement il est écrit, mais il est adaptable. Et il est ajusté suivant ma forme, et suivant l'envie, si je joue avec d'autres, si je suis seule. En fait, je vais par exemple pour le semi, comme je disais tout à l'heure, je prévois 3. Alors, les athlètes rigolent parce que je mets toujours le minimum et le maxi. Alors, le minimum, par exemple, je vais mettre sur le plan d'entraînement, je vais mettre 3, 4. Donc, je vais être super contente si je fais le 3. Je vais me dire, de toute façon, le contrat, il est rempli. Et si je suis bien, je vais faire les 4. Et là, D'accord. tu vois, vraiment, il y a la satisfaction et puis l'adaptation par rapport à ce que je suis ce jour-là. C'est ça aussi, parce qu'en fait, il y a la prévision et le réalisable et le réalisé. Et Hmm. c'est peut-être justement ça, parce qu'on voit plein de plans, on voit plein de programmes écrits, et les athlètes quelquefois ne changent pas une ligne. Mais si, il faut savoir bouger les lignes suivant tous les éléments extérieurs ou physiques, parce que si j'ai une petite douleur au mollet, moi la petite douleur au mollet, je m'arrête, hein. Ou j'insiste pas, quoi. Tu t'écoutes. Il y a la préparation et il y a la réalisation. Réalisation. Donc là, la séance, ça serait 3000, 3000, 2000 par exemple. Par exemple. Ou tu fais 3 fois 3 et si ça va bien, tu fais 4 fois 3. C'est ça. D'accord, ok. Et la séance que tu aimes le moins? Oh, j'aime pas les 400. Tu te la mets pas parce que En fait, t'es ton propre entraîneur, donc la séance que tu aimes le moins, tu te la mets pas? je ne la mets pas. En fait, je vais mettre des 400 dans une pyramide, simplement. Je D'accord. ne mets, alors les athlètes le savent, parce que je ne l'aime pas. J'aime pas faire les 400. Je mets pas, par exemple, 10 fois 400. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le tour de piste, je sais pas. Ça passe pas. D'accord. Ok, ouais, c'est rigolo ça. Ouais. C'est rigolo. Les 300 oui, mais les 400 non. Non. Et les 500, oui. Et les 500 oui, alors que c'est plus long et qu'il y Eh a oui, ouais. un peu plus d'un tour de Non, je sais un pas. peu plus d'un tour de piste. Bon, peut-être qu'on m'a fait faire des 400, trop de 400, mais pas, j'ai pas ce souvenir pourtant. Oui, c'est vrai que les 400 c'était un peu, alors les 200, les 400, les 1000, c'était un peu les distances Oui. que tout le monde faisait, qu'on faisait tous. Ça a révolutionné. Enfin, moi, je trouve en tant qu'entraîneur que ça a enfin, l'arrivée des GPS et toutes ces choses-là, ça a révolutionné un peu l'entraînement parce que oui, on allait que sur la piste. Ouais. Voilà, c'était compliqué de s'entraîner à l'extérieur, sauf à faire des séances de fartlek. Mais voilà, et maintenant on peut faire des 200, des 300, des 400, des 500, des 350, des 250. On peut faire ça n'importe où, n'importe comment. Alors qu'avant, oui, sur la piste, la variété des entraînements n'était pas très grande. Et peut-être que justement, on parlait des progrès que font les athlètes actuellement. Je crois que, enfin en tout cas moi je suis convaincu que la variété des entraînements étant beaucoup plus grande, Oui. ça permet aussi Oui, de d'aller plus débloquer. loin dans les progrès C'est progrès que les sportifs peuvent C'est ça. De débloquer certains peuvent compteurs, réaliser. des variations d'allure, des choses comme ça où ils arrivent à maîtriser l'allure, alors que nous on n'avait pas ces capacités, enfin on n'avait pas les outils suffisants non plus. Faire une variation d'allure sur une piste ou même en extérieur, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas les valeurs réelles aujourd'hui qu'on peut l'avoir en instantané, quoi. Alors maintenant, on va passer à une série de questions. Alors questions courtes, elles sont toujours courtes, mais peut-être des réponses dont le contenu, je dirais, de la question impose des réponses qui sont pas forcément très longues, mais j'aime bien parce que je trouve que ça permet de balayer un peu, surtout toi qui as une carrière
très très longue. Donc des souvenirs, t'en as eu des milliers, des performances, t'en as réalisé des milliers aussi. Et puis c'est pas fini, mais je trouve que ça permet un peu de synthétiser. Alors, est-ce que tu serais capable de dire quel est ton meilleur souvenir de sport? Alors, il y en a un qui est quand même, alors qui est pas du niveau, on va dire. C'est celui de, je suis de Bretonne, hein. Donc chez nous, le cross, c'est fait partie de notre ADN. Et c'est quand j'ai gagné pour la première fois le championnat de Bretagne de cross D'accord. à 39 ans. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'adversaires aussi, hein, en Bretagne, hein. Oui, en Bretagne, ça cavale, hein, ça court. Et j'ai réussi à gagner en 99 à Effignac, un souvenir mémorable. Et il y a de la boue partout. Et je survole. Voilà. C'est l'instant. Un truc incroyable. Et effectivement, c'est un gros souvenir parce que, en fait, même que ce soit les spectateurs, enfin, les athlètes, et tout le monde chez nous, la référence chez nous, le cross, champion de Bretagne chez nous, c'est champion du monde. Donc, ouais, ça reste l'un des grands souvenirs. Après, effectivement, j'ai Helsinki, l'arrivée d'Helsinki, quand même, championnat d'Europe, oui, voilà, où on arrive sur le stade, c'est quand même magique. Et puis les championnats du monde, ouais, Athènes, arrivé à Athènes, dans le parc mythique, sur le stade mythique. Sur le Ouais, stade ouais, mythique, ouais. 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 Je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Mais là, tu as fait une hiérarchie, c'est bien. C'est difficile quand on a une carrière comme la tienne c'est une question un peu Oui, piège, enfin piège. Ton meilleur ouais. souvenir de sport, moi, si on me la posait, c'est pareil, c'est difficile. Mais du coup, c'est bien parce que on parle de cross, on parle de marathon. Donc là, le jour du championnat de De régional de Bretagne. cross, tu t'as dit je survole, il y avait de la boue et tout, et toi tu sentais pas la boue, tu t'enfonçais pas, C'est ça. Les autres sont restés dans la boue et moi je passais. ouais. C'est, voilà, le jour où. Ouais, mais beaucoup de sportifs aussi décrivent ça, ce jour où, alors les jeunes maintenant ils disent qu'ils ont le flow, mais voilà cette sensation que Oui. ce jour-là Invincible. t'es invincible. Ouais, Ouais. c'est Et c'est je l'ai retrouvé l'année d'après. J'ai réitéré l'année qui a suivi. Pareil, sensation extraordinaire. re-championne Ouais, ouais, ouais. donc à 39 et à 40 ans. Et à 40. Ouais, ouais, Incroyable, ouais. incroyable. Et du coup, parmi cette ribambelle de souvenirs, est-ce que tu as un pire Ah, souvenir? ah oui, bien sûr. Puisque des échecs, il n'y a pas que il y a pas que des réussites. Et avec les échecs, on se reconstruit. Euh, L'année 98, en fait, je suis en stage, enfin, en équipe de France. On prépare Budapest, c'est championnat d'Europe. Ouais, Et je me là, souviens. je suis en une forme extraordinaire. Et je prends mon départ. Et là, je bats mon record de semi sur le marathon. Donc, je suis en Ah, tête. pendant la course? Ouais. D'accord. Donc je suis en tête, enfin je suis dans le paquet de tête. Et puis bah, bien sûr j'y suis jusqu'au 25. Puis après ben, c'est la dégringolade à partir du 28e. Et je finis mais en pillot. Je finis en pillot. Et en fait il y a eu enfin j'ai osé parce que voilà j'ai pris des risques hein, parce que j'étais bien. Je crois que les dernières paroles en fait ouais des entraîneurs c'était bon t'es en forme. Je pense que je suis restée sur quelque chose de hyper positif comme quoi voilà. Et en fait j'ai oublié la notion donc justement de sagesse que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais en fait j'ai osé aussi voilà. Donc après voilà j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Et alors du coup moi j'ai été bah bien sûr j'étais déçue. Mais la plus grosse déception a été mon environnement et mon mari a mis plus de temps à récupérer du marathon que moi. Ah oui, Ben oui, parce qu'en fait, ce que l'on fait subir en fait à notre environnement, il est aussi important. bien C'est-à-dire sûr. qu'on des sacrifices, voilà, dans l'organisation, des machins. Et en fait, moi, je le dis, et en fait, les personnes avaient regardé à la télé, donc me félicitaient. Et je comprenais pas, je comprenais pas. Je me dis, mais vous êtes tous en train de me féliciter. Moi, je suis pas contente de moi. Et puis, j'avais mon mari à la maison qui je voyais bien n'avait pas digéré l'échec on va dire. Et donc voilà je me suis dit bon c'est pas alors maintenant on va rebondir. Donc après j'ai rapidement remis en fait c'est une de mes forces en fait aussi c'est de tourner la page. J'ai mon oubli et on repart sur autre chose.
Donc, je me remets à notre objectif. Alors c'est bien, tu as répondu à la question suivante parce que Et je te disais c'était quoi tes qualités, les qualités pour réussir. Donc là tu viens de répondre en fait. Tourner la page, passer à autre chose et oui, puis se reprojeter tout de suite dans c'est autre ça. Se chose. remobiliser, se servir de l'échec. Attends, je reviens. Se servir de l'échec pour rebondir et pour partir sur autre chose. Ce qui est pas donné à tout le monde d'ailleurs. Non. Souvent on peut avoir tendance à ruminer, à rester Bah, en toujours dans fait, c'est les. ça, c'est ça. C'est donc du coup essayer de trouver, positiver. C'est-à-dire que se servir de l'échec pour rebondir, d'avoir la force mentale, hein, de repartir sur autre chose. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais mais ce qui m'aide là du coup dans ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que en fait je voyais que mon entourage était content pour moi et en fait moi je me culpabilisais en fait. Je me culpabilisais de cet échec et c'était de ma faute. C'était de ma faute, donc je voulais montrer que, bah, en fait, oui, l'erreur est possible, mais qu'on pouvait aussi, on va pas rester là-dessus, quoi. Et on a coutume de dire que l'erreur, enfin moi en tout cas, je pense que l'erreur elle est formatrice Oui, et que on peut échouer et que c'est pas très grave. D'ailleurs, je préfère le terme. Enfin, pour moi, l'échec n'existe pas. C'est on n'a pas réussi oui, c'est ça. plutôt qu'on a échoué. Ouais, ouais. Donc et sur une carrière telle que la tienne qui dure des dizaines d'années, Oui, il y a forcément des moments où on ne réussit pas. oui, puis aujourd'hui, et puis même à l'époque, je pense que les gens ne le voyaient pas comme un échec. C'est moi qui me le voyais comme un. Pour moi, c'était l'échec. Mais pour les autres, pour ceux qui me suivaient, c'était pas un échec. Parce que j'étais quand même là au rendez-vous. Enfin voilà, et j'ai pas manqué les rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et du coup, le chrono final, c'était combien? Oh, je crois que j'ai fait 2 heures de mémoire, je crois que c'était 2h42, je crois, ou un truc comme ça, mais c'est pas non plus, voilà. Oui. Mais c'est pas ce qu'on s'attend. Enfin, quand vous partez pour essayer, quand on part pour faire entre 2h35 et 2h36, enfin voire mieux, c'est sûr qu'on est déçu. Ouais, de 42, tu t'étais quand même pas complètement effondré. Ouais, mais on s'effondre à moindre mesure. Mais voilà, j'étais dans une forme, je vais dire pas olympique, mais pratiquement, oui. Ouais. À mon meilleur du niveau. À ce moment-là, on a fait des tests avec Véronique Billat. Enfin voilà, on était en stage équipe de France. Tout était parfait, quoi. Voilà. Est-ce que c'est cette année-là où il me semble que c'est cette année-là, mais je suis pas sûr parce que je crois que c'est l'année où Pascal s'est blessé. Est-ce que c'est cette année-là à Montrond où vous aviez fait un test sur 30 kilomètres et c'est ça qui avait sélectionné les athlètes? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Euh, c'est cette année-là? on a fait Moron, mais je suis pas sûre. Peut-être qu'ils ont fait ça que pour les hommes alors, parce que Oui, je me non, rappelle parce que d'un test que Pascal m'avait dit qu'ils avaient fait. Ils étaient 8 ou 7 et ils ont pris les 6 premiers. C'est un truc comme ça alors sur cette 30 bornes. année-là, le test, on l'a fait au Mont-Saint-Michel et moi j'étais meneur, enfin je faisais l'allure puisque j'avais ma sélection, j'avais fait Rotterdam, j'avais fait mon meilleur chrono et comme j'avais bien performé l'année qui précédait au championnat du monde, j'étais présélectionnée avec Christine Malo et D'accord. j'avais fait meneuse d'allure sur les 25 kilomètres lors du marathon du Mont-Saint-Michel pour les filles. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Et c'est vrai que cette époque-là, ouais, j'étais quand même mine de rien. J'avais fait des chronos, un bon chrono, une belle place à Athènes, et j'avais battu mon record à Rotterdam. Donc j'étais on va dire, dans les meilleurs avec Christine, marathonienne de cette année-là. Et donc du coup, tout était et la préparation, c'était super bien passé. Donc voilà, bon, et voilà, voilà. C'est le mauvais souvenir, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour continuer dans les choses un peu négatives, je ne sais pas si on peut appeler ça négatif, je pense que c'est plutôt de la lucidité. Tu as parlé de tes points forts, être capable de tourner la page. Est-ce que tu considères que tu as un point faible et si oui, lequel? Alors, en termes, je suis assez forte psychologiquement, mais bah, pour moi, j'ai une faiblesse quand même. Je suis relativement sensible. Et en fait, une remarque, je sais pas, je prends en fait, je suis un peu comme une éponge et je prends. Je vais pas toujours dire tout de suite ce que je le prends en fait. Et puis du coup, un pic plus un deuxième, un troisième, tu vois, c'est quelquefois ça peut être lourd. Alors du coup, je le porte. Et puis à un moment, bon, en fait, soit je craque ou je me dis bon, allez, c'est bon, j'arrête tout ça et je me fais une petite pause.
et puis je repars. Mais voilà, cette sensibilité affective, tu vois, même dans, je prends en fait alors je suis assez psychologue parce qu'en fait j'aime bien aider les autres, à l'écoute des autres. Donc je prends en fait, genre, s'ils viennent me voir, ils viennent me demander conseil, ils me disent ouais mais ça je vais pas bien, ceci. Alors je prends en fait et je suis un peu cette éponge et que j'aimerais quelquefois pouvoir ne pas être cette éponge. Et D'accord. je pense que ça peut être un peu lourd. Il y a des moments où ouais, il y a une certaine fragilité, je pense, de ma part. D'accord, c'est un peu lourd à porter. Mais le Ouais, fait aussi d'être ton propre entraîneur, finalement, tu portes tout sur tes épaules parce que tu ouais. es ton propre entraîneur, tu entraînes plein d'autres Oui, gens, donc tu es une éponge un peu émotionnelle. ouais. Finalement, dans ce que je crois comprendre, t'as pas beaucoup de ressources, de cannes sur lesquelles tu peux t'appuyer finalement. C'est ça. C'est toi qui portes un peu tout. Bah oui, je le porte et ouais, c'est ça. Je porte. Je porte et je porte mon projet, je porte le projet des autres. Et quelquefois, bah, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait de courir, de s'évader. En fait, c'est un peu aussi, c'est cette porte de sortie qui me permet de justement de me faire du bien. Alors, c'est drôle parce que t'en arrives, tu as déjà répondu à la question suivante. Parce que c'est la question qu'on pose toujours aux gens qui courent, c'est pourquoi tu cours et après quoi Ouais. tu cours. Bah, tu viens de Bah, répondre. bah oui, je viens de répondre, puisqu'en fait, je me fais du bien, c'est mon équilibre personnel. J'ai envie de bien me sentir dans mon corps, sans trop d'excès. Je veux être maître, hein, parce que je suis maître de moi-même quand même, et je décide de ce que je veux faire. Et, et puis oui, c'est après, avec les années qui passent, c'est donner une bonne image de moi, parce que ça, j'y tiens aussi, de la bonne foulée, de quelque chose qui est beau à regarder, beau à voir. Je peux faire pitié, pour faire donner envie que pitié. Et je préfère, et voilà, et me sentir bien vieillir. Et puis, avec comme aujourd'hui, j'ai pas de problème physique, ben, d'utiliser mon corps à bon escient pour aller le plus loin possible. Donc, m'entraîner, régresser moins vite, et puis, ben, être satisfaite de ce que je fais, sans être dans l'excès. C'est un beau résumé. C'est un bon résumé. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des sportifs, tu as dû sûrement l'entendre aussi, ou soit on dit vous êtes des malades, soit on dit ah vous êtes courageux, c'est bien. Moi quand on me dit vous êtes courageux, vous êtes allé courir, ben je lui explique bah non, je suis pas courageux. c'est 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 pas du courage, c'est un besoin. Donc je non non. Mais donc toi est-ce que tu considères qu'on est des malades et est-ce que le sport guérit? Est-ce que toi il t'a guéri de quelque chose? Et moi je dis aussi d'un point de vue physiologique, mais là on n'est pas dans ce domaine-là. Moi je pense que la course à pied, le sport c'est un médicament, mais c'est un autre sujet. Mais est-ce que est-ce que les raisons pour lesquelles tu cours, c'est ce regard que les gens portent sur nous quand ils nous voient courir, et peut-être encore plus à nos âges, qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre quand ils nous disent mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous courez? À quoi ça sert? C'est sûr que vu d'un canapé ou d'une fenêtre, quand on nous voit passer, se dire elle court toujours, elle est toujours, mais elle est malade, enfin ou elle est malade pour avoir des, c'est sûr. Hein. Alors je vais même le dire que personnellement, quand je vois certains coureurs passer devant chez moi, je me dis mais ils sont malades parce que effectivement, je parce qu'ils sont allés faire des longues sorties ou c'est même très répétitif. Hein, certaines personnes, hein, on a tous des exemples. Mais moi, je me considère pas du tout comme malade, puisque mes sorties, elles sont équilibrées. J'ai un plan prévisionnel. Je fais des coupures. Là, je suis en pleine coupure. J'ai pas couru depuis mon marathon. Ça fait D'accord. 10 Ah ouais? jours. 10 jours sans courir, ok. Ouais, je vais même faire plus parce que si je peux tenir 15 jours, voire presque 3 semaines, c'est ma D'accord. coupure, le bienfait du corps, faire autre chose, et puis prendre du temps pour autre chose. Et c'est pas, alors, il pourrait être analysé comme addictif par certaines personnes. Je pense que le fait qu'il y ait ce bien, enfin en tout cas moi, en tout cas, il est préparé, il est organisé. Donc il y a des coupures dans l'année, il y a des semaines un peu off, et puis malade en fait ça m'a certainement guéri parce que le fait d'y aller, comme je le répète, mais c'est un bien-être personnel.
passer sous la douche après un effort, une grosse séance, je pense que voilà, c'est top. Et un fil rouge, ça m'a guéri certainement de douleurs, on va dire personnelles. Voilà, de tout départ, mon enfance, j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans, et qui m'a dit cette phrase: j'espère que le sport te servira dans la vie. Et Ah ouais. enfin, il est parti, et je suis restée avec ça. Il te l'a dit au moment où il partait Un ou il peu te l'avait dit avant, avant? un peu Un peu avant, avant? un peu avant, mais il était malade, et je pense que Donc il savait qu'il allait partir oui, et il t'a dit ça? oui. Ah, c'est émouvant. Donc effectivement, j'ai continué à courir, mais je ne pensais pas jamais, voilà, arriver à ce niveau, bien sûr. Et ça a été un peu le fil rouge de ma vie, parce que voilà, dans la souffrance, dans les séances, aller au fond, aller chercher très loin, dans la douleur, hein, essayer de faire passer cette douleur. Voilà, c'est une grosse douleur à porter. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des douleurs aussi. Alors, de courir aussi permet de s'évader, de trouver des solutions, aussi, en fait, gérer le quotidien. La vie d'aujourd'hui n'est pas facile. D'aller courir permet de s'évader, de se rejeter dans la nature, hein, tout le négatif, et et bien, quand on rentre à la maison, et ben, on s'est ressourcé. Et à la limite, ça fait plus de bien vraiment, je trouve que ça fait plus de bien que de mal par rapport aux forces physiques et mentales. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou la question, parce que là, des questions, on t'en pose des dizaines, des centaines, on n'arrête pas de t'en poser. Quelle serait la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu voudrais qu'on te pose et du coup, on serait ravi que tu y répondes? En fait, Est-ce qu'on te pose toujours les mêmes ou je sais pas en fait? non, mais en fait, on nous pose des quantités de questions. C'est vrai. En quel animal vous êtes, vous, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Effectivement, il y a plein de questions qui ont été posées. Je vais dire non, je trouve pas. J'essaie, moi, en tout cas, de répondre à toutes les questions par mes mots à moi et par mon ressenti. Non, je sais pas. Non, non, je vois pas trop non plus. La question qui pourrait être posée. Non, j'ai pas trouvé non plus. D'accord, ok. Alors moi, je vais t'en poser une autre qui n'était pas prévue, mais je pense que j'ai envie de te la poser. En tout cas, je sais pas si elle intéressera les gens qui nous écoutent. On parlait tout à l'heure de la FFA. On va pas repartir sur un long discours sur la FFA. Hein. On est, toi et moi, des vieux licenciés et on est très attachés à la FFA, au club. Ouais. On n'en a pas parlé. Tu es présidente de club, donc tu es très impliqué dans les entraînements, tu es très impliqué à la FFA. Moi, je pense qu'il y a un problème de projet. Hein, on en a déjà parlé. C'est un peu comme la politique. Des fois, on voit arriver des gens au pouvoir et on se dit, ah bah lui, il vient du terrain, ça va aller mieux. Et puis finalement, non, ça va pas mieux. Donc, on tourne. Je trouve qu'on. On tourne un peu en rond. Ouais, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Est-ce que, donc c'est ça ma question, il y a eu un changement de présidence avec des gens que tu connais comme moi, hein, qui sont à la tête de la FFA. Est-ce qu'on t'a sollicité avec ton expérience, avec ton vécu, est-ce qu'on t'a sollicité pour peut-être pour faire partie de l'équipe dirigeante, j'en sais rien. Enfin, il y a eu des élections. Est-ce qu'on t'a sollicité? Est-ce qu'on a fait appel à toi et à tes compétences? Non. Enfin, en fait, j'ai eu effectivement quelques accroches, mais effectivement, on m'a parlé de trail, parce qu'en fait aussi c'est la mode. Mais non, non, il n'y a pas. En fait, je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas assez d'utilisation des compétences du terrain, des expériences pour pouvoir construire un projet. Puisqu'on vient d'en parler là, pendant de longues minutes, c'est se servir d'expérience et que ce soit de personnes compétentes ou d'expériences pratiquées pour construire un projet possible aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, avec les athlètes d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pas assez. Alors je pense qu'on est comme tu l'as dit tout à l'heure, comme notre politique. C'est un millefeuille. Je pense qu'il y a des personnes vraiment de très bonne volonté. Mais avant d'y arriver, c'est pas en une mandature qu'on arrive. C'est plutôt au deuxième. Voir, voilà, si il y a une continuité dans les équipes.
Et je pense que ça met du temps, beaucoup trop de temps, à mon avis, parce que si on pense aux jeunes, imaginez-vous avoir, là, on a eu Paris 2024. On avait l'occasion de pouvoir de préparer ces jeux pendant au moins 4 ans à l'avance, et maintenant d'utiliser ce qui a été fait à Paris pour aller jusqu'à Los Angeles 2028. Moi j'ai des athlètes de haut niveau autour de moi. J'ai des athlètes, j'ai un de mes athlètes qui est passé professionnel depuis janvier. Ils doivent se débrouiller seuls, et je vais dire aujourd'hui, est-ce que les moyens de la fédération, si on parle budgétairement, on est toujours en train de nous rabâcher, on n'a pas l'argent, on peut pas mettre ça en place parce qu'on n'a pas l'enveloppe. Donc du coup, les athlètes essaient de se trouver un chemin dans la jungle des marques et du business d'aujourd'hui. On a des têtes d'affiche, un Jimmy Gressier, un Shrub, plein d'athlètes en fait aujourd'hui qui est notre vitrine de haut niveau, et en fait elle repose aujourd'hui sur de l'argent, en fait c'est ça, de l'argent mais d'entreprise, et on n'est pas sur du budget. Il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'aide auprès des athlètes. Alors, comme on a parlé tout à l'heure, de projets bien ficelés, mais pas à court terme, mais à long terme, qui devraient être mis en place. Et bon, il y a des projets, il y en a, mais c'est trop. Enfin, je pense qu'il y a peut-être trop d'étapes. Le millefeuille. Le millefeuille administratif, financier aussi, je veux dire. Et bon, technique, n'en parlons pas. C'est ça. Je pense. Non, je suis d'accord. Mais ça méritait d'être dit. Le podcast se termine toujours par la même question. Le podcast s'appelle Figure de sport. Donc c'est toi qui va conclure, c'est toi qui parlera la dernière. Je ne rebondirai pas derrière. Donc moi j'ai hâte de découvrir, avec toute cette expérience, ton vécu, les nombres de personnes, de gens que tu as rencontrés et la connaissance que tu as du monde du sport. Maryse, c'est qui ta figure de sport à toi? Ma figure de sport, je m'intéresse. Il n'y a pas une figure particulière. En fait, c'est plutôt des athlètes qui ont marqué mon fil de ma route, en fait, mes passages. Si je reste au niveau de la course à pied, j'ai percé l'acier, tu vois, à mon époque, du Zola Bud, de Johan Benoît, des personnages comme ça qui ont, je pense en fait, que je me suis inspirée de leur histoire. Thécla Louroupé, moi à l'époque, avec qui je courais, donc par exemple sur le marathon de Rotterdam, que j'ai rencontré plusieurs fois. En fait, ce sont des histoires dont je me suis inspirée. Alors après, effectivement, dans moi plus tendre, vraiment plus jeune, j'avais Nadia Comaneci. Je sais pas pourquoi. J'étais très jeune, je devais avoir 18, 20 ans, et en fait j'achetais les revues de gymnastique, je lisais son histoire, et je crois qu'il y avait chez elle cette persévérance, le travail bien fait, ce fameux 10 sur 10. Je crois que c'est un peu ma source d'inspiration dans ce que certains athlètes étaient à la hauteur, réussissaient en fait, s'inspirer des autres et de leur histoire en fait pour construire la mienne dans mon petit coin de Bretagne, et qui franchement sincèrement je ne pensais pas, je vais dire elle n'est pas terminée, mais ma carrière d'aboutir à ce niveau de relations publiques et de transmission. Je pensais pas y arriver. Et vraiment, je suis très satisfaite de mon parcours de vie, en fait. Merci, Maryse. T'en prie. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu.
Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figures de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.